Par un mardi matin glacial de février, Jasmine Harmon signa le contrat avec un sourire qu'elle ne prit pas la peine de cacher. 1000 $. C'était le prix qu'elle avait fixé pour un garage en ruine. Elle qualifia ouvertement ce tas de ferraille de pas même digne du coût de son déblaiement. L'homme en face d'elle portait une veste de travail usée et avait de la graisse sous les ongles que aucun savonnage n'avait jamais complètement enlevé. Il ne discuta pas. Il ne broncha pas. Il prit simplement la clé, hocha la tête une fois, et s'éloigna dans l'air gris de l'hiver. Jasmine se tourna vers son assistante et dit quelque chose qui fit rire tout le groupe. 6 mois plus tard, le nom de Caleb Mercier apparut en première page d'une publication économique régionale, et Jasmine Harmon, la femme qui avait signé ce contrat, se tenait devant un immeuble qui avait autrefois appartenu à son entreprise, fixant une réalité qu'elle avait elle-même fabriquée et qu'elle ne pouvait plus défaire. Écoutez bien, car ce qui s'est passé dans ce garage change tout ce que vous croyez savoir sur la façon dont la valeur fonctionne, où elle se cache, et ce que cela coûte à une personne trop sûre d'elle trop vite pour regarder au-delà de ce qui est devant elle. Caleb Mercier avait grandi dans une maison qui sentait l'huile de moteur et le café brûlé. Son père, Raymond Mercier, avait ouvert un garage d'une seule baille en périphérie de Détroit en 1987 et l'avait fait tourner pendant 22 ans jusqu'à ce que son dos lâche et que ses mains ne puissent plus tenir une clé à molette de façon stable. Caleb passa chaque samedi de son enfance dans ce garage, non pas à jouer, non pas à regarder la télévision, mais à apprendre. Apprendre à écouter un moteur comme un médecin écoute un battement de cœur. Apprendre à lire les marques de contraintes sur un châssis comme un ingénieur lit un plan. Apprendre à voir au-delà de la rouille, de la peinture craquelée et des batteries mortes jusqu'à l'âme mécanique en dessous. À 17 ans, il pouvait diagnostiquer une panne de moteur par le son seul. À 19 ans, il reconstruisait des transmissions à partir de zéro. À 22 ans, il obtint un diplôme d'ingénierie en système automobile d'une université d'État, en sortant parmi les meilleurs, et décrocha un poste chez Holdings Auto Prestige, une entreprise de taille moyenne connue pour sa division de restauration technique, le genre de travail qui exigeait à la fois précision académique et instinct manuel. Caleb possédait les deux en abondance. Il y passa 7 ans. Il n'était pas la voix la plus forte dans n'importe quelle salle, mais souvent la plus exacte. Les collègues faisaient confiance à ses évaluations. Les managers s'appuyaient sur ses rapports. Il se forgea une réputation d'homme qu'on appelait quand quelque chose semblait impossible à sauver. Mais les institutions ne récompensent pas toujours ceux sur qui elles comptent le plus. 8 mois avant que l'histoire ne commence vraiment, Holdings Auto Prestige finalisa une fusion d'entreprises. La société acquéreuse n'avait aucun intérêt pour la division de restauration technique. Elle ne cadrait pas avec le nouveau modèle financier. Elle ne générait pas des rendements assez rapides. Elle n'avait pas belle allure sur une diapositive de restructuration. 14 personnes perdirent leur emploi ce vendredi soir, leur notification envoyée par courriel à 23h17. Caleb lut la sienne sur son téléphone, assis à la table de cuisine d'un appartement loué qui contenait à peine ses outils et un lit. Il ne répondit pas. Il ferma l'écran, resta assis dans le noir un moment, puis alla dormir. Le lendemain matin, il commença une liste. Il passa 8 mois à faire ce qu'il devait faire, réparant des véhicules dans une fourrière locale, vivant avec un budget serré, économisant tout ce qu'il pouvait après le loyer et les courses. Il ne gaspilla pas d'énergie en amertume ou en bruit. Il chercha l'opportunité comme son père lui avait appris à regarder les moteurs en panne, méthodiquement, calmement, sans attendre qu'elle s'annonce. Il avait 31 ans. Il n'avait pas de dette sauf un petit solde de crédit. Et il avait 18 000 $ d'économie. Pas assez pour ouvrir un atelier, mais assez pour démarrer quelque chose si le bon début se présentait. Jasmine Harmon n'avait jamais réparé quoi que ce soit de ses mains de sa vie, et elle vous l'aurait dit sans s'excuser. Elle avait un autre type d'intelligence, financière, territoriale, implacable. À 38 ans, elle dirigeait le groupe Capital Harmon, une firme immobilière qu'elle avait héritée de son père à 29 ans et qu'elle avait développée de façon agressive au cours de la décennie suivante. Les revenus avaient plus que doublé. L'entreprise était passée des retours résidentiels au développement commercial, puis à la redéveloppement industriel urbain, achetant des terrains manufacturiers anciens à bas prix, les reclassant, et les vendant à des promoteurs avec une prime importante. C'était une affaire bâtie sur la reconnaissance de la valeur des terres avant les autres, ce qui rendait l'ironie de ce qui allait arriver particulièrement vive.
Jasmine avait une réputation d'être directe jusqu'à la cruauté, de couper les réunions dès qu'elle décidait que l'ordre du jour ne la servait plus, et de traiter tout ce qu'elle ne comprenait pas immédiatement comme quelque chose indigne de son temps. On l'avait appelée visionnaire par sa chambre de commerce locale et bulldozer par ceux qui négociaient contre elle. Les deux descriptions contenaient la vérité. Elle n'était pas cruelle comme ceux qui aiment la cruauté. Elle était indifférente, ce qui est une chose différente, et d'une certaine façon plus dure à contester. L'indifférence ne plie pas devant les preuves comme la malice le fait parfois. Elle ne les enregistre tout simplement pas. En janvier de cette année-là, le groupe Capital Harmon acquit un terrain industriel de 4 acres sur le bord nord-est de la ville, une ancienne zone de fabrication légère restée dormante pendant plus d'une décennie. Le plan était simple, conserver le terrain, faire avancer une demande de reclassement pour usage commercial mixte et revendre tout le lot à un plus grand groupe de développement en 2 ans. Sur papier, l'acquisition était propre. En pratique, elle venait avec une complication. Au coin arrière de la propriété se trouvait une structure de garage d'environ 900 pieds carrés construite vers les années 1960 avec un toit en tôle ondulée rouillée, 3 systèmes d'étagères intérieures effondrés, une porte roulante principale qui n'avait pas été ouverte depuis 3 ans et un système électrique qu'un technicien du groupe décrivit en un mot, mort. L'équipe de Jasmine estima le coût de démolition et de déblaiement entre 12 000 et 15 000 $. C'était de l'argent que Jasmine n'avait aucune envie de dépenser pour un bâtiment qu'elle considérait comme un fardeau. Quand l'idée de vendre la structure surgit, elle l'approuva en moins de temps qu'il n'en faut pour verser une tasse de café. Mettez-la en liste. Débarrassez-vous-en. Passez à autre chose. Owen Park entendit parler du garage par un chauffeur de camion qui transportait de la ferraille de la zone. Owen avait travaillé aux côtés de Caleb chez Prestige pendant 3 ans et les 2 hommes étaient restés proches après les licenciements. Owen freelançait maintenant en soudure, fabrication, travaux de moteur occasionnels, et il appela Caleb le soir où il entendit la rumeur, plus par instinct que par certitude. Il lui dit ce qu'il savait. Vieux garage, mauvais état. Le groupe Capital Harmon voulait s'en débarrasser. Ça pourrait se vendre pas cher. Caleb dit très peu au téléphone. Le lendemain matin, il roula jusqu'à la propriété et se gara de l'autre côté de la rue. La température oscillait autour de -7 degrés. Une neige légère se déplaçait de côté dans le vent. Il resta assis dans la voiture et regarda le bâtiment pendant environ 15 minutes sans bouger. De l'extérieur, ce n'était objectivement pas impressionnant. La porte roulante était visiblement déformée. 2 des 4 petites fenêtres sur le mur latéral étaient condamnées. Le toit avait un affaissement visible au coin mais Caleb ne regardait pas ce qui était visible. Il calculait les dimensions, notait les fondations en béton, observait la façon dont la structure était posée sur le lot, et surtout, enregistrait l'adresse. Il connaissait cette intersection. Il y était passé des dizaines de fois. Il savait ce qu'il y avait autour, ce qui était adjacent, et il avait une suspicion calme mais précise sur ce qui allait arriver dans cette partie de la ville dans les 12 à 18 prochains mois. Il appela le numéro sur le panneau planté à la grille. Il obtint une assistante du groupe Capital Harmon. Il demanda à organiser une visite. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. Jasmine arriva avec 3 personnes, son assistant Adrien Cole, un ingénieur structurel d'une firme contractuelle, et un avocat immobilier. Elle portait un manteau de laine caramel, des bottes à talons, et arborait l'expression particulière de quelqu'un qui a déjà décidé que la réunion est une formalité. Caleb arriva seul. Il portait sa veste de travail standard, un petit carnet à spirale, et se présenta 2 minutes en avance. Quand la voiture de Jasmine entra, elle descendit, regarda brièvement autour de la propriété, puis regarda Caleb avec le genre d'évaluation qui prend environ 3 secondes et tire des conclusions des mauvaises données. Elle lui demanda d'un ton qui fit sourire son assistante s'il était mécanicien ou récupérateur de ferraille. Caleb ne répondit pas directement à la question. Il demanda s'il pouvait voir l'intérieur. Jasmine déverrouilla l'entrée latérale. La porte roulante était impossible et fit un geste pour qu'il passe devant, puis suivit avec son groupe. Elle narra les défauts presque immédiatement, comme un agent immobilier narre les caractéristiques, mais en sens inverse. La porte roulante était coincée depuis 3 ans. Il y avait 3 fissures structurelles visibles dans les poutres du plafond. L'électricité était totalement hors service. Une évaluation du site avait identifié un possible tassement des fondations dans le cadran nord-ouest.
Elle dit que son équipe évaluait la propriété, en tenant compte des coûts de démolition, à 15 000 $. Elle le dit clairement et sans adoucir, comme pour s'assurer que Caleb comprenait qu'on ne lui offrait pas une affaire. On lui offrait un problème avec une étiquette de prix attachée pour faire disparaître le problème plus vite. Caleb hocha lentement la tête et entra à l'intérieur. C'était sombre. Il utilisa la lampe de son téléphone. Il se déplaça méthodiquement de mur en mur, de coin en coin, passant la main le long des blocs de béton, regardant le plafond, s'accroupissant pour vérifier le sol. Il passa 12 minutes à l'intérieur. Puis il ressortit dans le froid et posa une seule question. « Combien ?» Jasmine le regarda un instant, puis se tourna vers Adrien et répéta la question d'une voix destinée au groupe comme si la question elle-même était la chute d'une blague. « 1000 $, dit-elle, avec renonciation complète à tout dommage et responsabilité, et une clause de relocalisation exigeant que Caleb quitte la structure dans les 18 mois si le projet de redéveloppement plus large recevait l'approbation formelle et commençait les travaux. Caleb accepta sans négocier. Il signa le contrat à une table pliante que quelqu'un avait installée près de la grille, avec le vent coupant à travers le terrain et l'avocat regardant par-dessus son épaule. Quand la poignée de main fut faite et que Caleb eut la clé dans la poche de sa veste, Jasmine dit à Adrien juste assez fort pour que ça s'entende. Note dans le dossier la vente d'un garage délabré à un homme très optimiste. Il y eut un rire discret. Le groupe retourna à ses véhicules. Caleb resta à la grille un moment, puis se tourna vers le bâtiment et en fit le tour une fois de plus avant de rejoindre sa voiture. Il s'arrêta près de la porte latérale pendant exactement 2 secondes. Regarda à travers l'ouverture dans le cadre déformé quelque chose dans le coin intérieur lointain. Quelque chose sous une grande bâche bleue. Quelque chose qui montait du sol presque jusqu'au plafond. Puis il marcha vers sa voiture et s'en alla. Il revint le lendemain matin à 6 heures. Il vint avec une lourde lampe torche, un pied de biche, un jeu d'outils à main et son carnet à spirale. Il ne commença pas par la structure. Il commença par les bâches. Il y en avait 8 de tailles variées, superposées et attachées avec de la corde, couvertes de années de poussière et des résidus d'un bâtiment scellé et oublié. Il tira la première lentement, comme on ouvre quelque chose dont on est assez certain qu'il est précieux, mais qu'on ne peut pas se permettre de rater. Dessous se trouvait une voiture. Il tira la deuxième bâche, une autre voiture. Il travailla sur toutes les 8 en moins de 30 minutes. Chacune une variation de la même révélation. 8 automobiles arrangées en 2 rangées approximatives. Toutes couvertes et laissées dans un bâtiment que l'équipe du groupe Capital Harmon était entrée, avait regardé autour, et classé comme cible de démolition vide sans jamais regarder sous les bâches qui couvraient les contenus les plus significatifs de l'espace. Il se tint au milieu de ces 8 voitures avec sa lampe torche se déplaçant lentement de l'une à l'autre et ne dit rien à voix haute. La première voiture dont il dégagea assez de poussière pour lire l'écusson était une Ford Mustang Fastback de 1967. La carrosserie avait de la rouille superficielle sur les quartiers et le toit. La peinture s'écaillait en larges bandes, mais les garnitures chromées étaient toutes présentes. Le verre était intact, et quand il ouvrit la porte conducteur et regarda l'odomètre, la lecture confirma que la voiture n'avait pas bougé depuis des décennies. Il vérifia la plaque VIN, les poinçonnages d'origine. Il ouvrit le capot, un bloc V8 pleinement présent, aucun dommage catastrophique visible, couvercle de culasse intact. Il écrivit 4 chiffres dans son carnet et ferma le capot doucement. La deuxième voiture lui coupa légèrement le souffle plus que la première. Une Chevrolet Camaro Z28 de 1969, une variante de production si limitée en nombre que les collectionneurs avaient payé de grosses sommes pour des exemplaires en bien pire état que celle-ci. Le numéro de châssis était lisible. La garniture Rally Sport était intacte. Il nota ce numéro et dessina un petit cercle autour. Les voitures 3 à 5 étaient des berlines des années 1950 et début 1960. Une Chevrolet Bel Air de 1958, une Ford Galaxy de 1961 et une Buick Riviera de 1963. Toutes récupérables, toutes valant de l'argent après restauration appropriée, bien que pas au niveau des 2 premières. La 6e voiture l'arrêta complètement. Il dut s'accroupir et regarder l'écusson sous un angle particulier pour être sûr de lire correctement. Une de Tommaso Pantra de 1971, une voiture de sport italo-américaine produite en nombre limité via un partenariat entre le carrossier italien et la division moteur de Ford,
avec une production totale sur toutes les années d'environ 10 000 unités. En trouver une dans n'importe quel état était inhabituel. En trouver une dans un garage oublié du nord-est avec son châssis présent et son compartiment moteur central scellé mais intact était le genre de choses qui arrivent dans les histoires. Sauf que ce n'était pas encore une histoire. C'était toujours juste un bâtiment froid avec un faisceau de lampes torches se déplaçant à travers et un homme en veste de travail écrivant des chiffres dans un carnet d'une main pas tout à fait stable. Les 2 dernières voitures étaient trop avancées. Pans de plancher effondrés. Panneaux de carrosserie corrodés, mais elles contenaient des composants utilisables. Et les composants avaient aussi de la valeur. Il nota tout. Son estimation approximative, assis sur une caisse de lait renversée dans ce garage avec le carnet ouvert sur son genou, était quelque part entre 400 000 et 600 000 $ en valeur de marché restaurée si le travail était fait correctement. Il avait payé 1 000 $ pour le bâtiment et tout ce qu'il contenait. Il marcha dans les rues environnantes l'après-midi. Il connaissait cette zone comme les gens qui ont grandi à proximité connaissent un quartier, non pas par les cartes mais par présence répétée. Le garage se trouvait à un coin de l'eau où 2 routes secondaires se croisaient, à environ un quart de mile d'une rampe d'accès à une autoroute fédérale et directement adjacent à un corridor de bus que l'autorité de transport de la ville planifiait tranquillement d'étendre depuis 18 mois. 3 lots vacants se trouvaient immédiatement derrière le garage face à la route secondaire et ils étaient listés à des prix qui reflétaient leur apparence actuelle. Abandonnés, sans aménagement paysager, entourés de grillages. Personne n'avait encore relié ces lots à la carte d'infrastructure. Caleb avait une connaissance de ces années d'ingénierie, un homme nommé Marcus qui travaillait maintenant en planification municipale, et il l'appela ce soir-là. Il posa une question simple et neutre sur les classifications de zones de développement pour ce cadran. Marcus donna une réponse simple et neutre. Tout le bloc se trouvait dans ce que les documents internes de planification de la ville appelaient une zone prioritaire de développement commercial phase 2, ce qui signifiait que dans 12 à 18 mois, les mises à niveau d'infrastructures seraient officiellement annoncées et les valeurs foncières dans la zone changeraient en conséquence. Caleb le remercia, termina l'appel, s'assit à sa table de cuisine, regarda les chiffres dans son carnet, et sourit. C'était la première fois qu'il souriait sans réserve depuis la nuit où il avait été licencié. Il appela Owen le lendemain matin. Il n'expliqua pas tout au téléphone. Il dit seulement qu'il avait trouvé quelque chose, qu'il n'y avait pas de salaire à court terme, et qu'il croyait que cela vaudrait l'investissement de temps. Owen demanda combien Caleb avait payé pour la propriété. Caleb dit 1 000 $. Il y eut une pause. Owen lui demanda de répéter le numéro. Caleb le fit. Une autre pause. Et puis Owen dit qu'il serait là à 8 heures. Quand Owen entra dans le garage et vit les 8 voitures partiellement découvertes, il resta en place un long moment. Il regarda la Camaro, puis la Mustang, puis la Pantra. Il se tourna vers Caleb et dit doucement qu'il devait s'asseoir. Caleb lui dit qu'il commencerait par la Mustang. Owen enleva sa veste et demanda où étaient les outils. Les 2 premiers mois furent le genre de travail qui ne photographie pas bien et ne fait pas une histoire facile. C'était incessant, répétitif, froid et parfois démoralisant. Caleb dormit dans le garage pendant les 3 premières semaines pour économiser le loyer, étendant un lit de camp près du mur sud où le vent ne coupait pas. Ils travaillèrent d'avant l'aube jusqu'après la nuit noire la plupart des jours. La Mustang nécessita un remplacement de vilebrequin, une pièce qui dut être sourcée via un fournisseur privé en Ohio, et le délai de 3 semaines signifia qu'ils passèrent au travail de préparation sur la Camaro et la Bel Air, démontant, nettoyant, cataloguant, évaluant ce qui pouvait être reconstruit et ce qui devait être remplacé. Caleb dépensa son propre argent avec soin. 18 000 $ avait semblé une base workable, mais entre pièces de rechange, fluides spéciaux, composés de carrosserie, nouveaux faisceaux de câblage, et les baguettes de soudure et tôle Cohen consommaient à un rythme constant, le compte n'allait que dans une direction. À la fin du premier mois, il lui restait 1 200 $. Il ne le dit pas à Owen. Il prit de nuit de remorquage via un contact à la fourrière pour générer assez d'argent pour commander le prochain lot de fournitures et ne dit rien à ce sujet. Une nuit au milieu de février, une section du toit est échoua lors d'une tempête de pluie, pas catastrophiquement, mais assez pour que l'eau se déverse directement dans le compartiment moteur ouvert de la Camaro, qu'ils avaient complètement démonté pour inspection. Owen posa son poing sur l'établi et dit plusieurs choses qui ne valent pas la peine d'être répétées.
Caleb resta à regarder l'eau s'accumulant dans les cavités des cylindres, puis trouva 2 bâches supplémentaires et couvrit tout ce qui était exposé. Il nettoya l'eau avec des chiffons. Il retourna à ce qu'il faisait. Owen le regarda une minute puis reprit ses outils et se remit au travail aussi. Il y eut une période autour de la 3e semaine de février où Caleb s'assit seul dans le garage tard le soir et sortit un petit carnet, pâle à spirale avec les enregistrements. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Au revoir. De véhicule, mais un plus ancien taché d'eau au coin qui avait appartenu à son père. Raymond Mercier y avait écrit des notes pendant 30 ans de travail sur les voitures, observations, mesures, rappels, petits morceaux de philosophie qui s'étaient accumulés comme la graisse dans les filets d'un vieux boulon. Sur une page près du milieu, dans l'écriture directe de son père, se trouvait la phrase « Quand il voit de la rouille, tu vois le métal en dessous ». Caleb avait lu cette phrase peut-être 100 fois dans sa vie. Enfant, elle avait sonné comme un proverbe de mécanicien. Adulte qui avait passé 7 ans dans une firme corporative, elle sonnait comme la chose la plus économiquement exacte que quiconque ait jamais écrite. Caleb sortit un stylo et écrivit en dessous dans sa propre main, 1000 $. Février. C'est ici que ça commence. Il ferma le carnet et le mit dans la poche intérieure de sa veste où il resta pour le reste du projet. À la fin de mars, la Mustang était terminée, non repeinte en couleur vive ou modifiée avec des pièces après-vente, mais restaurée correctement à sa spécification d'origine, comme l'exige un collectionneur sérieux. Les panneaux de carrosserie avaient été décapés, apprêtés et repeints dans la teinte d'usine correcte de Vert Island. Le chrome avait été rechromé où nécessaire et préservé où possible. Le V8 avait été reconstruit avec des composants d'époque corrects. Le carburateur reconstruit, le système de refroidissement rincé et recellé, l'intérieur retapissé en vinyle noir correct. Quand Owen la fit rouler hors du garage un samedi matin avec le soleil juste dégageant les toits, il s'assit derrière le volant et tourna la clé. Le moteur prit au 2e tour et s'installa dans un ralenti profond, égal et entièrement autoritaire. Caleb se tint au bord de la porte roulante qu'ils avaient réparée à la fin de janvier, bras croisés, et écouta le ralenti pendant 1 minute entière. Owen l'accéléra une fois doucement et la note d'échappement traversa l'air d'une façon qui communiquait quelque chose qui ne pouvait pas s'exprimer en chiffres. Caleb dit seulement que c'était bien et rentra à l'intérieur. Il posta une seule annonce sur un forum privé utilisé par les collectionneurs sérieux de muscles cars américains. Pas de plateforme d'enchères, pas de marché ouvert, juste une description soigneusement rédigée, historique précis du véhicule, photo du travail de restauration, et un numéro de contact. Il reçut 11 demandes en 72 heures. Celle qu'il priorisa venait d'une femme nommée Diana Ashford. Elle avait 55 ans, veuve qui avait hérité d'un patrimoine important de son défunt mari, un homme qui avait fait fortune dans la fabrication industrielle et qui avait passé la dernière décennie à bâtir l'une des collections privées les plus sérieuses de classiques américains dans la région nord-est, logée dans une installation climatisée sur sa propriété du Vermont. Elle ne négocia pas agressivement. Elle posa des questions précises sur le VIN, sur la fiche de construction d'origine, sur les fournisseurs spécifiques utilisés pour la restauration du chrome, sur la documentation de reconstruction du moteur. Caleb répondit à chacune avec le même niveau de précision qu'elle apportait à les poser. Elle arrangea une inspection en personne et arriva avec son propre ingénieur mécanique, un employé Chrysler retraité nommé George, qui portait une casquette plate et disait très peu, mais passa 2 heures sous la voiture et autour du compartiment moteur avec un boroscope et un carnet de référence. George dit à Diana à voix basse que la restauration était, selon son évaluation, aussi correcte qu'il en avait vu en dehors d'une restauration de musée professionnel. Diana serra la main de Caleb et offrit 94 000 $. Caleb accepta. Le virement arriva 3 jours plus tard. Owen vit la notification sur l'écran du téléphone de Caleb et l'attrapa par l'épaule. Caleb le permit environ 2 secondes avant de reculer, hochant la tête une fois, et marchant vers l'établi pour reprendre là où il avait laissé sur la Camaro. Diana dit quelque chose avant de quitter le terrain qui se logea dans l'architecture de ce qui suivit. Elle dit à Caleb, en mettant ses gants de conduite à côté de sa voiture, qu'elle avait des amis dans son cercle de collectionneurs qui cherchaient activement du travail de restauration de qualité. Elle dit que s'il tombait sur quelque chose de digne, il devrait l'appeler avant de poster quoi que ce soit publiquement. Il lui dit qu'il appréciait et le pensait vraiment. Ce qu'il ne lui dit pas,
c'est qu'il avait 6 autres véhicules dans le bâtiment derrière elle, dont au moins 2 qu'elle voudrait probablement elle-même. Dans les 2 semaines suivant la vente de la Mustang, Diana avait transmis les coordonnées de Caleb à 2 personnes de son réseau. Tous 2 contactèrent. Dans le mois, il vendit la Bel Air de 1958 restaurée à 1 au standard dans sa bicolore blanche-neige sur ivoire d'Inde d'usine correcte pour 28 500 $. Entre ces 2 ventes, il avait dégagé 122 500 $ de revenus contre une mise de départ de 19 000 $ en prix d'achat et matériaux de restauration. Il passa immédiatement au terrain. Il contacta les propriétaires des 2 lots vacants directement derrière le garage, non via un courtier, non via une liste formelle, et acheta les 2 via une transaction privée directe totalisant 67 000 $. Les propriétaires, ni l'un ni l'autre n'ayant connaissance actuelle du zonage de développement phase 2, furent contents du prix. Caleb enregistra les actes, commença la paperasse d'enregistrement d'entreprise, et prit une 3e parcelle en option d'achat qui se convertirait en 60 jours. Il embaucha 2 techniciens supplémentaires, un spécialiste de carrosserie nommé Kevin, qui avait précédemment travaillé pour une maison de restauration en Pennsylvanie, et un expert en sourcing de pièces nommé Ray, qui avait passé 15 ans à traquer des composants rares via des réseaux privés. Owen devint, par fonction sinon par titre formel, le directeur technique de l'opération. L'entreprise s'enregistra sous le nom de Restauration et Atelier Auto Mercier. La de Tommaso Pantra consomma 6 semaines et testa chaque compétence que l'équipe possédait collectivement. Le moteur, un V8 Cleveland Ford monté en position centrale dans la carrosserie italienne, avait été saisi par l'inactivité et le libérer sans endommager le bloc nécessita un processus chimique qui prit 11 jours, et une quantité de patience qu'Owen décrivit comme presque religieuse. Sourcer les composants de carrosserie correcte signifia importer des fabrications de panneaux spécifiques d'un spécialiste italien travaillant dans une petite boutique près de Bologne et communiquant principalement via un télécopieur. L'intérieur nécessita de sourcer du vinyle et tapis de spécifications correctes de 2 fournisseurs distincts, un en Allemagne et un au New Jersey. Les roues durent être reconstruites du centre vers l'extérieur. Les électriques étaient, selon l'opinion professionnelle d'Owen, une tentative délibérée des ingénieurs italiens originaux pour rendre l'entretien futur aussi difficile que possible. Mais quand elle fut terminée, quand la voiture s'assit dans le garage sous éclairage complet, sa peinture rouge profonde restaurée à une profondeur qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter, son profil en coin aussi agressif et contrôlé qu'il l'avait été en quittant l'usine en 1971, elle était sans question l'objet le plus fin que l'un d'eux ait jamais aidé à produire. Charlotte Webb couvrait les affaires et la finance pour la Revue économique du Nord-Est depuis 9 ans, et elle avait un talent spécifique pour trouver des histoires que la presse financière n'avait pas encore classées comme histoires. Elle entendit parler de Restauration Mercier via un contact qui assistait à des événements de voitures de collection dans la région, appela Caleb début juin et se vit poliment dire qu'il n'était pas intéressé par une entrevue. Elle lui envoya un courriel le lendemain. Elle n'offrit pas un profil favorable ni ne promit une couverture positive. Elle écrivit qu'elle n'était pas intéressée à documenter le succès. Elle était intéressée par le moment où quelqu'un voit quelque chose que tout le monde avait rejeté et décide d'agir sur ce qu'il voit. Caleb lut le courriel 2 fois, y pensa une journée, et accepta 30 minutes. Ils se rencontrèrent dans le garage, qui était à ce point une opération fonctionnelle, organisée, dotée de personnel qui ne ressemblait en rien au bâtiment qu'il avait déverrouillé en février. Ils parlèrent pendant 2h30. Charlotte demanda sur les voitures. Elle demanda sur les bâches. Elle demanda sur le matin de février et la clé et le contrat. Elle demanda qui le lui avait vendu. Caleb dit sans chaleur ni emphase que la propriété avait été vendue par le groupe Capital Harmon et que la PDG avait signé les papiers personnellement. Charlotte nota cela et le souligna. L'événement spécial de consignation Barrett-Jackson eut lieu le dernier samedi de juin dans un centre de conférence de la ville. Caleb avait soumis la Pantra pour considération en janvier avant que la restauration ne soit complète sur la force de la provenance du véhicule et de sa documentation du plan de restauration. Elle fut acceptée comme l'un des deals aux vedettes pour la séance du soir. Caleb arriva en costume sombre, la première fois qu'il en portait un depuis les funérailles de son père 5 ans plus tôt. Owen s'assit au 2e rang avec les bras croisés et la mâchoire serrée dans l'expression qu'il utilisait quand il essayait de ne pas montrer qu'il était nerveux. Diana Ashford était présente.
Elle avait entendu parler de la consignation via son réseau et vint avec 2 compagnons de son cercle de collectionneurs. Elle et Caleb eurent un contact visuel à travers le hall de réception et elle leva légèrement le menton en reconnaissance. La Panthra fut le 8e véhicule présenté. Quand elle passa à travers le rideau sur le plancher principal sous les lumières du plafond, il y eut un changement audible dans la salle. Pas encore d'applaudissements, juste l'inspiration collective qui arrive quand quelque chose de vraiment beau entre dans un espace. Le commissaire-priseur présenta le véhicule, son histoire, sa rareté et sa provenance de restauration. Et quand il nomma Caleb Mercier et Restauration et Atelier Auto Mercier comme la firme de restauration, une section du public qui avait lu l'article de Charlotte, publié 4 jours plus tôt, répondit par une salve d'applaudissements plus chaleureuse que la reconnaissance typique d'un lot. Les enchères ouvrirent à 80 000 $. Elles montèrent rapidement à 100 000, puis 130, puis s'arrêtèrent à 155 avant qu'un enchérisseur au téléphone ne pousse à 168 000. Un homme au 3e rang revint à 172 000. L'enchérisseur au téléphone répondit. La salle devint silencieuse de la façon dont les salles deviennent silencieuses quand le chiffre est réel et que les participants le comprennent. Le marteau tomba à 178 000 $. Owen expira si fort que l'homme à côté de lui se retourna. Caleb resta immobile un moment après que le marteau tomba, puis se leva et accepta la poignée de main du représentant au sol. Il était composé de la façon dont seuls les gens qui ont passé des mois dans un garage froid à travailler vers un résultat spécifique peuvent être composés quand ce résultat arrive. Pas surpris, pas submergé, juste confirmé. Jasmine Harmon était à l'événement. Elle n'était pas venue pour l'enchère elle-même. Elle était venue parce que son avocat lui avait dit après la parution de l'article qu'elle devrait comprendre l'ampleur complète de ce qui s'était passé avant de décider comment y répondre. Elle se tint près de l'arrière de la salle pendant les enchères, regardant. Elle regarda le chiffre monter. Elle regarda le marteau tomber. Elle regarda Caleb accepter les félicitations des gens autour de lui avec une économie calme. Après que la séance se termina et que la salle commença à se vider, elle traversa le hall vers lui. C'était une marche qui exigeait quelque chose d'elle. Pas exactement du remords, car Jasmine Harmon n'était pas faite pour le remords, mais quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui exigeait qu'elle surpasse la partie d'elle-même qui avait fait tourner un récit autoprotecteur spécifique depuis le matin où Adrien avait placé l'article sur son bureau. Charlotte Webb la vit se déplacer à travers la salle et avait déjà son carnet sorti. Jasmine s'arrêta devant Caleb. Elle était sans son équipe. Il n'y avait pas d'Adrien, pas d'avocat, pas d'ingénieur, juste elle dans un manteau différent de celui qu'elle portait en février, debout devant un homme dont le nom était maintenant dans 2 publications d'affaires et qui venait de regarder son travail se vendre pour plus de 178 000 $ en une seule soirée. Elle dit qu'elle avait mal jugé la situation. Elle n'élabora pas. Elle n'offrit pas de langage supplémentaire d'une autre personne dans d'autres circonstances. La déclaration aurait pu sembler insuffisante, mais de la part de Jasmine Harmon, qui avait bâti une identité professionnelle sur la prémisse que ses évaluations étaient plus exactes que celles de tout le monde, l'admission était, à sa façon, complète. Caleb la regarda un moment. Il n'utilisa pas l'opportunité pour revisiter février. Il ne cita pas ces mots en retour. Il ne performa pas la vindication que la situation offrait techniquement. Il dit d'une voix égale qu'elle avait vu à quoi le bâtiment ressemblait et avait fait un appel basé sur ce qui était visible et qu'il avait fait un appel différent basé sur ce qu'il croyait être dessous. Il dit qu'ils avaient regardé la même chose avec un équipement différent. Puis il tendit la main. Elle la serra. Il se tourna et marcha vers l'endroit où Owen se tenait et lui dit quelque chose doucement. Et ils regardèrent tous deux le plancher vide où la Panthra avait été exposée. Et puis ils commencèrent à parler de la Camaro. À la fin de juin, le tableau financier complet de Restauration et Atelier Auto Mercier ressemblait à ceci. Revenus totaux des ventes de véhicules dans la consignation Barrett-Jackson avaient atteint 398 000 $. Les 3 lots de terrain acquis derrière et adjacents au garage original avaient, suivant l'annonce publique formelle du programme d'infrastructure phase 2 en mai, été évalués indépendamment à une valeur combinée de 520 000 $, environ 3 fois ce que Caleb avait payé pour eux. Contrat de restauration actif, incluant une commission de Diana Ashford pour un véhicule qu'elle avait sourcé indépendamment et voulait que l'équipe de Caleb ramène, ainsi que 2 contrats supplémentaires de clients de son réseau, totalisaient 145 000 $ de travail confirmé.
La valeur nette totale d'actifs de l'opération, comptant l'équipement, la propriété, les contrats en cours et les 2 véhicules restants encore en processus, était estimée dépasser $1 million. Owen Park s'était vu offrir une position formelle de 20% d'équité dans l'entreprise, qu'il accepta sans besoin de longues conversations. Caleb soumit une demande de permis de construction pour une structure permanente sur le lot consolidé, une installation multi-bays appropriée avec une cabine de peinture dédiée, une baie de stockage climatisée et une aile de bureau. Il nomma le projet sur les documents de demande, Atelier Auto Mercier, bâtiment 1. Il retourna au garage seul un jeudi soir début juillet après que l'équipe était partie pour la journée, non pour travailler, juste pour y rester debout. Le toit avait été entièrement remplacé en avril. Le sol en béton avait été nettoyé, réparé et scellé. La porte roulante fonctionnait sur un nouveau moteur. Le système électrique était entièrement neuf. L'espace était organisé, éclairé, fonctionnel, et pour la première fois depuis sa construction, vraiment vivant. Il marcha jusqu'au coin et, celui où il avait pressé sa main contre le mur le matin de son premier jour à l'intérieur, le matin des bâches et de la lampe torche et du carnet. Le mur là n'avait pas été repeint. Le bloc de béton original taché de rouille de l'ancien toit et assombri par l'âge était toujours exactement comme il avait été quand il l'avait touché la première fois. Il avait dit à Kevin quand il faisait la rénovation de laisser cette section. Kevin avait demandé pourquoi. Caleb avait dit seulement que c'était la partie la plus importante du bâtiment et qu'elle devait rester telle qu'elle. Il resta debout devant un moment, ne pensant à rien en particulier, juste debout à l'endroit où ça avait commencé. Puis il éteignit les lumières de la baie, verrouilla la porte roulante, et marcha vers son camion. Les gens qui entendirent l'histoire plus tard, et beaucoup de gens l'entendirent car Charlotte Webb écrivit une deuxième pièce qui parut dans 3 publications nationales, demandaient souvent à Caleb quelle était la leçon. Il donna différentes réponses à différents moments, selon qui demandait et ce qu'il semblait avoir besoin d'entendre. Aux autres gens de métier, il disait que les diplômes ne vous protègent pas et la loyauté institutionnelle non plus. Alors construisez la chose que vous pouvez construire de vos propres mains. Aux jeunes, il disait qu'être rejeté n'est pas la même chose qu'avoir tort. Aux journalistes, il disait très peu car il avait appris de sa conversation avec Charlotte que plus il en disait, plus les interprétations des autres remplissaient les espaces qu'il laissait ouverts, et il préférait que l'histoire signifie ce qu'elle signifiait réellement plutôt que ce qui était commode pour un titre. La réponse la plus courte qu'il donna jamais et celle qui apparut le plus souvent dans la presse était encore la même. Regardez plus attentivement avant de décider. En privé, dans le carnet qui vivait dans la poche de sa veste, il écrivit quelque chose de plus long sur la page en dessous de l'écriture de son père et en dessous de sa propre entrée de février. Il écrivit que Jasmine avait vu le coût des choses et l'avait appelé valeur, et qu'il avait essayé de voir la valeur des choses et laisser le coût se régler lui-même. Il écrivit qu'elle avait regardé la rouille et vu un problème et qu'il avait regardé la rouille et essayé de comprendre de quoi le métal en dessous était capable. Il écrivit que ni l'un ni l'autre n'avait été irrationnel. Ils avaient juste été entraînés à chercher des choses différentes. Et dans cette seule transaction, ce matin froid, la différence entre ces deux façons de voir avait valu environ $1000 d'un côté du grand livre et tout le reste de l'autre côté. Il ferma le carnet. Dehors la fenêtre de son nouveau bureau, une petite pièce qu'il avait installée dans le coin du garage avec un bureau usé et une chaise appropriée, les lumières des ateliers Auto Mercier étaient encore allumées. Owen avait laissé un compresseur tourner dans la baie arrière. Et à travers le mur, Caleb pouvait entendre le pouls lent et régulier de celui-ci, le son d'un atelier qui travaillait, qui était vivant, qui avait été construit à partir d'une décision prise dans le froid, avec une clé dans une poche de veste, et un nombre écrit dans un carnet, et une façon très spécifique de regarder les choses que d'autres avaient déjà décidé de ne pas valoir la peine d'être regardées. La de Tommaso Pantra qui s'était vendue pour $178 000 avait passé 40 ans sous une bâche bleue dans un bâtiment évalué à $15 000. Le garage qui l'abritait avait été vendu $1000 par une femme certaine qu'elle comprenait la valeur. Caleb Mercier avait payé $1000 pour lui parce qu'il était certain qu'il comprenait quelque chose d'entièrement différent. Et au final, la chose qu'il comprenait n'était ni les voitures, ni les terrains, ni les contrats, ni l'enchère, ni l'article, ni la poignée de main. C'était la différence entre à quoi quelque chose ressemble et ce que c'est. Cette différence mesurée en temps et certitude et 6 mois de travail qui commençaient avant l'aube et finissaient après minuit s'avéra valoir considérablement plus que $1000.
Elle s'avéra valoir